Donc, pour faire très simple, je viens ici à 2 titres. Le premier, en toute simplicité, je suis un des fondateurs d'une boîte qui s'appelle The Other Store, qu'on a créée avec mes associés Candice Delorme et David Sobel il y a 10 ans. The Other Store bosse avec une cinquantaine de marques à peu près, plutôt dans le secteur de la mode, de la cosmétique et du luxe. Et pour elle, on est capable de gérer tous les métiers, c'est-à-dire le site, la logistique, le trafic, le contenu, l'omnicanal, les marketplaces. Et donc, on sait gérer tous ces métiers. Donc, on a l'habitude d'accompagner les marques sur tous les grands leviers qui peuvent exister, y compris en innovation. Le deuxième titre pour lequel je suis ici, c'est parce que je suis aussi un des administrateurs de la Fédération du prêt-à-porter féminin et que la Fédération du prêt-à-porter féminin est inquiet sur le secteur de la mode, est inquiet sur le retail au global et se pose des questions sur la capacité des marques à pouvoir innover. Et donc, il y a un certain nombre de chantiers qui sont lancés, dont un qui est celui de l'innovation et l'innovation technologique. Et donc, mon propos va être assez simple, ça va être de se poser la question de qu'est-ce que c'est l'innovation et comment est-ce qu'on peut la mettre au sein des marques. Donc, c'est normalement le moment où la présentation apparaît sur l'écran, et ça m'arrangerait. Mais c'est pour ça que je te disais d'attendre. Hein. Oui. C'était très vaillant de ta part de te lancer sans la présentation chargée derrière. Mais je peux faire sans la présentation. Ça serait dommage parce qu'il y a des jeux d'images. Vraiment, donc on peut ne pas s'en passer. Vous on est obligé en fait d'avoir Adrien, qui est notre bonjour Adrien. Je peux mimer notre super producteur des sessions et des keynotes, qui doit venir en fait charger ta présentation. Voilà. Mais j'ai pas pu m'opposer. Parce que je peux parler, ça ne s'arrêtera jamais. Mais je les ai donnés à Jeanne. Est-ce que Jeanne, tu peux les transmettre? Non, du tout. Je suis désolé. Voilà. Je les ai finis dans la nuit. Voilà. Il y avait Roland Garros. J'ai géré les priorités. Une question, pour faire simple et pour rentrer justement dans le sujet. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Est-ce qu'il y a un aventurier, une aventurière en fait qui veut... Ce qui facilite les usages des clients, qui est effectivement une des missions globales, en fait, qui permet... Donc, dans la facilitation, une autre proposition, nouveauté, tout à fait. Autre proposition. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez facilement en place au sein de vos sociétés? Est-ce que vous avez la sensation d'innover? C'est compliqué. Effectivement, c'est pour le coup très compliqué. Voilà. Et donc, là, normalement, en fait, on va la voir, on va pas la voir, voilà, peut-être pas. Oui, non? Ça va venir. Donc, l'innovation, pour faire simple, et pour commencer en fait tout de suite la présentation sans slide, j'aime bien la mettre à plusieurs registres. Souvent, quand on pense innovation, et c'est souvent d'ailleurs le mot qu'on peut me sortir au moment des conférences, on pense immédiatement technologie. C'est comme ça qu'on traduit en ce moment l'innovation. L'innovation, c'est crucial pour une raison toute simple. C'est que pour valoriser une boîte et pour faire du cash, il y a 2 moyens. Un, d'aller sur un secteur qui a une forte croissance. Évidemment, sur un escalator, on a de la facilité de monter, même si on n'est pas si bon que ça. Le deuxième, c'est en faisant de l'innovation. Et à travers ces 2 vecteurs, 1, croissance du marché, 2, innovation, c'est là où vos sociétés se déploient. Donc, si vous êtes par exemple dans le secteur de la mode ou du retail en ce moment, ou par exemple il y a des grandes problématiques de trafic en général, eh bien, si vous n'avez pas d'innovation, étant donné que la croissance du marché est difficile, votre boîte périclite. Donc, vous avez l'obligation derrière de devoir innover. Devoir innover, c'est quoi? C'est innover, évidemment, sur cette partie technologique, mais en fin de compte, c'est peut-être la partie la moins intéressante de toutes. Parce que quand on regarde les marques en ce moment qui, par exemple, dans le secteur de la mode, innovent le plus, c'est en fin de compte rarement avec les plus grandes innovations. On peut regarder beaucoup d'innovations qu'il y a pu y avoir dans le retail à travers, par exemple, les cabines connectées, dont on parle en fait depuis des années et des années. Quand on va dans beaucoup de boutiques, est-ce qu'il y a beaucoup de cabines connectées? Que dalle. Ça ne s'est pas mis en place. 1, ça coûtait très cher. 2, la héroïne n'était pas. Donc, les innovations waouh qu'on a en général lancées, technologiques, parce qu'en fait, on est tous fascinés par les technologies depuis des années et des années, en fin de compte, ces innovations ont du mal à fonctionner. Donc,
Mais quand on voyait K2000, ici, c'était quand même hyper innovant. K2000, c'est quand même la voiture qui parle. C'est la voiture en fait, qui peut rouler toute seule. Wouh, voilà, un truc un peu fou. Bon, maintenant, on ne parle de ça que quand il y a un accident. Voilà. Sinon, en fait, c'est juste devenu notre quotidien. L'innovation d'un moment, en fin de compte, elle passe, et le mot nouveauté, en fait, était réel. L'innovation, c'est bien plus que la technologie, c'est, en fin de compte, la capacité de se dire comment est-ce que je réinvente mon marché, comment est-ce que j'arrive à comprendre mon client. Et je crois que la principale innovation, elle est là-dedans. Alors, je vais vous citer 4 marques qui, dans le secteur, pas que de la mode, de la cosmétique, de la déco, et de la mode hommes et femmes, en fin de compte, sont des vraies marques qui innovent. Et donc, si je prends, par exemple, Bonne Gueule, dans l'homme, si je prends Horace, dans la cosmétique, dans l'homme, si je prends dans la déco, The Socialite Family, ou si je prends dans la marque la plus connue, Cézanne, dans la femme, qui n'existait pas quasiment il y a 5 ans, mais maintenant qui est entre grosso modo 80 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je prends toutes ces sociétés, est-ce qu'elles sont innovantes en termes technologiques ? Bah non. Il n'y a pas de gap technologique majeur. Alors, il y a eu des sociétés, évidemment, dans la techno qu'on connaît tous et toutes, qui ont eu des gaps technologiques majeurs. Aucune des sociétés qui, pourtant, se développent à la vitesse grand V, qui sont en train de prendre le marché, n'ont eu des innovations technologiques majeures. Toutes celles-là, en fin de compte, montrent qu'on les appelle digital natives, mais que le digital n'est pas l'innovation. Ce n'est pas ça qui fait leur réussite. Leur réussite, en fin de compte, est beaucoup plus simple. Leur réussite, c'est que leur innovation, tout simplement, ça a été de comprendre quoi ? La proximité client. Si je regarde Horace, c'est une société qui a autour d'elle 100 clients qui sont aussi des co-constructeurs de leurs produits. Et c'est une société qui, sur leur site, a plus d'avis que n'importe quelle marque de L'Oréal. Si je regarde Cézanne, c'est une marque qui, sur ses réseaux sociaux, sur son site, sur tous ses liens conversationnels, va à fond. Elle a une base d'à peu près 800 000 personnes qui la suivent sur son compte Instagram, mais sa fondatrice, Morgane, en a plus de 200 000. Donc, les deux associés, c'est 1 million qui est dépassé, avec un taux d'engagement qui est largement supérieur aux autres. C'est derrière de la transparence. Chacune de ces marques essaye de vendre au prix juste et donne aussi la transparence en général de leur fabrication. On aurait pu citer évidemment dans cet exemple le style français, qui là aussi a cette volonté derrière de proposer ces transparences dans sa fabrication et dans son prix qui n'est pas soldé, qui n'est pas remisé. On donne derrière cette transparence de prix derrière et ce prix juste qui correspond. Et enfin, c'est la co-construction. Je construis avec vous parce que vous me donnez du contenu, je fais de l'UGC, je vais mettre des commentaires, je vais co-construire avec vous, co-construire éventuellement son produit, comme je vous disais tout à l'heure pour Horace, quand je dois mettre en place des nouvelles innovations, cette fois-ci produits. Eh bien, tous ces points-là, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'ils marchent ? Pour une autre raison, c'est parce qu'en fait, c'est les effets du web. Tous ces effets, la proximité client, c'est bien sûr Facebook, où depuis qu'on a inventé Facebook, n'importe qui peut contacter une marque facilement. Avant, impossible. On parlait aux vendeurs, qui parlaient au directeur de magasin, directeur retail, DG, président. Le président n'entendait pas franchement ce qui se passait en boutique. Avec évidemment l'apparition de Facebook il y a 10 ans, tout de suite, la proximité client a existé. C'est la même chose sur la transparence à travers la conférence de tout à l'heure, avec les prix qui sont différents à la FNAC, mais qui ne sont plus différents depuis maintenant 5 ans. Eh bien, on arrive à avoir un prix constant sur tout, en fin de compte, les points, et sur tous les canaux. Mais quand les prix varient, on se dit je me suis fait avoir à un moment. Donc, ce prix juste, ce prix constant devient une obligation. Sinon, on a l'impression de se faire avoir. Cette co-construction, c'est aussi la co-construction qu'on peut avoir simplement aussi sur les réseaux sociaux et qu'on peut avoir aussi sur TripAdvisor. Je vais à cet endroit, je ne parle pas qu'à mes amis, j'en parle à la terre entière. Je co-construis mon intérieur aussi avec Airbnb. Tous ces leviers qui sont développés par ces retailers et ces marques digitales natives ne sont que des déclinaisons de la transformation du monde qui a été opérée par le digital. Donc, ce n'est pas leur innovation technologique qui fait que ces sociétés fonctionnent, c'est juste que c'est des marques qui ont compris comment le marché avait évolué à travers l'arrivée du digital et qui ont su évoluer derrière tout ça. Donc, la seule vraie et véritable innovation est dans la compréhension de ces mouvements. Et après, par contre, on peut les décliner sur chacun des leviers. On pense bien sûr à la techno, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses toutes simples. Dans les choses toutes simples dans l'innovation, c'est de faire comme Cézanne et du merci
de la citation qu'on peut mettre en fait à l'intérieur sur ce papier cartonné qui peut servir aussi derrière dans un cadre pour faire de la déco chez soi, de ce tote bag, de ces remerciements, de cette étiquette de retour autocollante, parce que c'est chiant de retourner, et qu'avec l'autocollant, en fin de compte c'est simple, tous ces points de bon sens, qui coûtent cher, font aussi la publicité de la marque. Quand sur Littlebox, on va payer 1 € moins cher parce qu'on le reçoit au bureau, plutôt que de le recevoir chez soi, et parce qu'on le reçoit au bureau, on l'ouvre devant tous les amis, et parce qu'on l'ouvre devant tous les amis, on fait sa publicité à ce moment-là, c'est pas de l'innovation technologique. Par contre, en termes marketing, c'est bien trouvé. C'est 1 € dépensé en marketing et en bouche à oreille. L'innovation, ça peut simplement se faire avec un colis derrière qui est bien fichu. L'innovation, ça se fait à travers aussi la qualité de la direction artistique qu'on peut avoir sur un site. Toutes les marques disent « j'en ai marre d'avoir un site qui ressemble aux autres ». Mais en fait, on est obligé de faire des sites qui ressemblent pour aussi retrouver les codes UX qui correspondent. Construire un site avec derrière tous les nouveaux sites qu'on peut retrouver sur Awards, et c'est ce qu'on a vu par exemple avec le site Sonia Rykiel qu'on a refait il y a maintenant quelques mois, et clairement, c'est aussi la capacité de pouvoir innover aussi en termes artistiques, ce qui est bien sûr indispensable pour retrouver de l'émotion sur ces médias qui est pourtant si froid. C'est derrière prendre du responsive qu'on avait lancé il y a 5 ans. Alors là, on était hyper fiers parce qu'on voyait il y a 5 ans, sur les sites, dont le site de NAFNAF était un des premiers sites responsives qu'on avait fait, on voulait absolument le faire parce qu'on voyait qu'il y avait 7% des gens qui allaient à ce moment-là, à partir de l'automobile, on se dit, là, la croissance, elle est comme ça, vous voyez tout de suite. Donc, on a fait tout de suite un site en responsive, on était hyper fiers, on a fait plein de pubs, on a ramassé plein de clients grâce à ça, et on a perdu plein d'argent. Plein d'argent parce qu'avec la version responsive qui n'était pas sèche, en fait, le taux de transfo a franchement baissé parce qu'en fait, le site ralentissait, plus de bugs. C'est là la complexité de l'innovation. C'est que parfois, on la met en place au bon moment, mais en fin de compte, comme elle n'est pas bien finie, derrière, on en paye les pots classés. C'est très compliqué de savoir quand est-ce qu'on doit mettre en place l'innovation parce que très tôt, on a un effet de buzz qui est certain, mais on va par contre payer pour le reste du marché. Mais c'est aussi trouver des trucs simples qu'on peut retrouver par exemple aussi sur le site de NAFNAF. Regardez en ce moment, vous allez dessus et vous avez une Wonder Poche qui vous propose de suivre les grands méchants looks. En général, on a ça que sur les sites de médias. On peut le faire pour le retail. Et chaque fois qu'il y a des nouveautés, chaque fois qu'il y a de l'événementiel, au lieu d'avoir ce Wonder Push qui se fait normalement sur Forbes ou sur Slide, etc., on peut l'avoir aussi sur NAFNAF. C'est juste dire, tiens, un secteur assez mature, comme le secteur du voyage, utilise ce type de techno, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le retail? C'est bien sûr le conversationnel qu'on avait mis en place aussi il y a des années, qui malheureusement n'est encore trop peu utilisé par les marques qui co-construisent encore trop peu aussi avec leurs clients. Mais pour revenir à cette innovation auquel on pense tous, c'est l'innovation qu'on peut avoir avec tous les partenariats qu'on peut lancer avec les startups. Et là, c'est toujours le même souci, c'est d'ailleurs une de vos raisons, en fin de compte, ici sans doute, c'est de se dire, c'est quoi les bonnes startups? C'est comment? Et je dois vous avouer, j'ai la chance d'avoir 40 développeurs dans ma boîte, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent. Ça fait quand même des années et des années, des années que j'y travaille. Soit je suis complètement stupide, soit, en fin de compte, c'est trop compliqué. Bon, j'ai peut-être un mix entre les deux, mais c'est, quoi qu'il en soit, complexe. Et donc, pour choisir les meilleurs, c'est pas simple. Eh bien, c'est une des décisions qu'on a prises avec la Fédération du prêt-à-porter féminin, c'est de se dire comment, pour tous les retailers, on arrive derrière à mettre en place ces innovations qui sont indispensables, qui vont, en fin de compte, comme je vous en ai parlé tout à l'heure sur Responsive, vont être difficiles à mettre en place et on risque de payer des pots cassés. Et ça, quand on est en ce moment dans une situation compliquée du haut marché, on a du mal à se lancer. Et on fait quoi? On fait des POC. Et en faisant un POC, avec une bonne startup, on se lance d'autant plus facilement. Un POC, c'est grosso modo un test avec une startup. Le test n'est pas forcément bien fini, mais on voit si ça marche. Et si ça marche vraiment, là, on fera une version qui fonctionne complètement de A à Z. C'est un peu quand on arrive chez Starbucks et qu'on voit encore le badge où il y a marqué stagiaire. On sait qu'elle ne va pas forcément bien vous servir, mais ce n'est pas grave parce qu'elle a l'air quand même sympa, elle est jeune, en fait, on va l'accepter. Il y a cette co-construction, en fin de compte, qui est clairement admise aussi par les clients. Et donc, ce POC permet, entre les marques et les startups, de faire des tests, et trop peu de POC sont lancés. Et donc, c'est pour ça que la Fédération du prêt-à-porter féminin s'est aussi proposée pour le faire, pour trouver 5 retailers qui sont d'accord pour faire ces POC avec 5 autres startups qu'on peut trouver
dans l'incubateur des Galeries Lafayette, dans l'incubateur de mon showroom privé, excusez-moi, ou ainsi de suite. Et donc, il y a plein de liens qui peuvent être créés et la Fédé a décidé de lancer ceci. Évidemment, en fait, c'est moi qui suis derrière le programme. Et enfin, et j'insiste en fait sur le tout et comment on a réveillé le tout, je dois vous avouer que l'innovation est un sujet compliqué parce que je le vis au quotidien. Dans ma boîte, il est, alors qu'on est tous jeunes, à part moi, vous l'avez compris, qu'on est tous à avoir envie d'innover, qu'on a tous, en fait, derrière l'obligation d'innover pour chacun de nos clients, en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a toujours l'impression d'avoir un train de retard. Eh bien, la seule véritable méthode qu'on a réussi, par exemple, dans ma boîte pour pouvoir le mettre en place, c'est de mettre la vieille méthode de Toyota, la méthode Lean, qui nous oblige d'être dans un processus d'amélioration continue et qui fait que toute la société s'est mise dans ce process où on essaye chaque fois d'améliorer nos process, notre état d'esprit, nos outils, jour après jour, pour pouvoir justement réussir cette innovation. Avec chaque fois des objectifs qui sont déments. Et on l'entend en ce moment, par exemple, dans toutes les sociétés, quand on dit, je l'ai vu encore chez L'Oréal il y a quelques jours, on doit faire 20% de notre chiffre d'affaires en 2020. Ce n'est pas que la rime qui est intéressante. 20% en 2020, c'est de se dire qu'alors qu'en ce moment, ils font à peine 7,3%, c'est 13 points que je dois gagner en 2 ans. Tout le monde dit, en fait, c'est impossible. Si, c'est possible. C'est possible parce que quand on se donne cet objectif ambitieux, ce qui est un des moyens de fonctionnement des méthodes Lean, alors, enfin, on change d'état d'esprit. Et ce changement d'état d'esprit fait qu'on va lancer des POC, fait qu'on va changer ses équipes, fait qu'on va écouter son client. Et ce tout va pouvoir provoquer l'innovation. Et donc, pour résumer, c'est là qu'on voit que l'innovation n'est pas que technologique, comme on l'entend jour après jour. L'innovation, c'est avant tout un état d'esprit. L'innovation, c'est avant tout des méthodes. Et l'innovation, c'est avant tout de comprendre son client et de comprendre l'évolution du marché. Et quand on a tout ça, derrière, on trouve toutes les technos et tous les marketeurs du monde qui seront capables de vous accompagner. Mais c'est ces points-là, client, organisation et méthode, qui sont les 3 piliers fondamentaux pour pouvoir réussir l'innovation. Je voulais finir sur l'innovation du moment. Parce qu'on parle de la voix. Et en tant que créateur, on dit à quoi ça va servir? Parce que, sincèrement, je vois NafNaf, je vois pas déjà, je vois la complexité d'acheter sur un iPhone, sur un Android, un t-shirt rouge, où le taux de transfo est quand même moitié, voire même le tiers de ce qu'on peut avoir sur un desktop. Avec la voix, je vois personne qui va dire « la robe rouge, je la voudrais, s'il vous plaît ». Voilà. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, je n'ai pas tout, mais basiquement comme ça, je me dis ce média ne permettra pas de transformer. Eh bien, réfléchissons autrement. Regardons comment la voix ne peut être qu'un des passages de la transformation. Je vais sur le site de NafNaf. J'ai mis mon produit, et puis en fait, je n'ai pas voulu l'acheter. Je veux le réserver en boutique. Donc, j'ai réservé en boutique. Je n'ai pas payé. Comme je n'ai pas payé, est-ce que je me suis vraiment engagé? Pas vraiment. J'ai reçu un mail de confirmation. Je vais éventuellement recevoir un SMS. Mais là, en fin de compte, ma démarche, elle est parasite. Elle est dans mon esprit. Et puis, j'attends qu'on me tire. Mais je peux vouloir avoir cette information. Et je voudrais savoir l'information de la robe rouge que j'ai réservée il y a 2 jours. En fait, je l'avais réservée pour 2 jours ou pour 3 jours ou pour 4 jours. Ça, j'ai oublié. Et bien, dans tout le processus de transformation, quand j'ai été sur mon mobile pour réserver ma robe, si après mon iPod, mon Google Home, mon Alexa, mon Apple Watch est connecté, si je lui dis « elle est réservée encore la robe ?» et que là, à ce moment-là, l'outil me répond « c'est bon, je vais aller l'acheter, c'est bon, je vais y aller ». La voix sera un des endroits majeurs pour pouvoir transformer, parce que toutes les questions simples et parasites qu'on peut avoir dans la tête, la voix va pouvoir y répondre. Et donc, c'est là où on voit que cette innovation ne va pas remplacer un outil, il va permettre de transformer tout plus et plus facilement à travers des choses auxquelles on ne pense absolument pas en ce moment. Et c'est comme ça qu'il faut envisager l'innovation. Non pas en termes de remplacement, mais en termes de complément sur quelque chose qui, en ce moment, fonctionne mal. Merci beaucoup.